Nous nous rendons à 50 km de Riga, sur le site de Baltikovo, le plus important producteur d'œufs et d'ovoproduits d'Europe du Nord. Ces installations gigantesques abritent 2,8 millions de poules qui pondent 700 millions d'œufs par an. Seuls 5% d'entre elles vivent au sol. Les autres sont dans des cages. On nous accorde l'autorisation de filmer. Voici à quoi ressemble un élevage en cage aménagé tel qu'il est autorisé par l'Union européenne. 20 à 60 poules entassées les unes sur les autres. Chacune dispose d'un espace équivalent à la surface de 2 mains. 500 000 poules pondeuses vivent sous un même toit, dans 12 étages de cages superposées. Contrairement à l'élevage au sol, elles n'ont pas la possibilité de volter, ni de picorer ou de gratter le sol. Pour un demi-million de poules, le niveau sonore est étonnamment bas. Cela est dû à la faible luminosité qui a pour but d'apaiser les bêtes et d'éviter le cannibalisme. Toms Auskaps est membre de la direction de Baltikovo. Pour lui, l'élevage en cage est une pratique rentable et tout à fait normale. Nous ne pratiquons pas l'accouvage. Alors nous achetons des poussins d'un jour en Allemagne. Au bout de 18 semaines, les poussins devenus poules commencent à pondre. Un peu avant, elles sont transférées dans les poulaillers où elles commencent leur vie de poules pondeuses jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de 90 semaines. Pourquoi ce chiffre ? Parce qu'à partir de la 85e semaine, elles se mettent à perdre leurs plumes. Et personne dans le secteur avicole ne garde une poule plus longtemps. Celles-ci sont âgées de 35 semaines. Elles passeront encore une année à végéter dans ces cages où elles pondront environ un œuf par jour. L'espérance de vie naturelle d'une poule va de 6 à 10 ans. L'usine est entièrement automatisée. Les œufs parviennent à l'unité d'emballage sans avoir été à aucun moment touchés par un employé. Un scanner laser repère les œufs qui présentent des micro-fissures. Ce n'est qu'à ce stade qu'un employé intervient. Baltikovo ne compte que 269 salariés pour 2,8 millions de poules. Près de 70% des 1,8 million d'œufs pondus par jour sont destinés à l'exportation, que ce soit vers l'Europe ou vers le reste du monde. Nous avons des clients au Japon, en Angola, à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Les œufs y sont expédiés par transport maritime. En 2015, nous sommes venus à la rescousse des États-Unis. Nos œufs ont permis aux Américains d'éviter une pénurie de mayonnaise Hellmann's. L'entreprise exporte ainsi 1,8 million d'œufs vers l'Europe et le reste du monde, chaque jour. En 2012, l'Europe s'est donné jusqu'à 2025 pour bannir les élevages en cage dans tous les pays membres. Mais au regard des équipements ultramodernes et coûteux de Baltikovo, on peut penser que cette entreprise bénéficiera vraisemblablement d'une dérogation supplémentaire pour continuer à produire encore de nombreuses années. En Allemagne, ces œufs ne seront pas vendus en tant qu'œufs avec leurs coquilles. Pourtant, les Allemands consomment quotidiennement des œufs de cage laiton. Certains de nos clients en Allemagne achètent nos œufs liquides pour leurs produits élaborés. Sur les 2 millions d'œufs pondus par jour, certains peuvent avoir des micro-fissures, ou bien leur taille ne correspond pas à la catégorie A. Le tapis roulant les dirige alors directement vers l'usine de traitement des œufs liquides. Les œufs fêlés, abîmés ou trop petits, passent dans une machine à casser les coquilles. Le jaune et le blanc de chaque œuf sont alors séparés à l'aide d'un tamis. Le blanc, une fois séché, sera le plus souvent utilisé dans l'industrie boulangère ou pour produire des aliments pour sportifs. Le jaune est apprécié en pâtisserie et dans la restauration. Dans la plupart des hôtels et des restaurants, vos œufs brouillés, la panure de votre escalope ou la pâte de votre gâteau, ne sont pas faits avec des œufs fraîchement cassés, mais avec du jaune d'œuf contenu dans des bidons comme ceci.
Voici 2 de nos produits prêts à l'emploi. Ici, de l'œuf liquide entier, c'est-à-dire du blanc et du jaune mélangés. Et ça, c'est du jaune d'œuf pur, principalement utilisé dans l'élaboration de sauces, de pâtisserie ou de mayonnaise. On voit bien la différence entre les 2 produits liquides. Ces œufs liquides sont utilisés en Allemagne, en France et ailleurs, dans la restauration, les boulangeries industrielles ou l'industrie alimentaire qui en fera par exemple des pâtes. Mais les œufs de cage ne s'exportent pas uniquement sous la forme d'œufs liquides ou de poudre d'œuf, mais aussi sous la forme d'œufs durs, tantôt coloriés au moment de Pâques, tantôt épluchés pour servir d'accompagnement culinaire. Avant cuisson, les futurs œufs durs reposent pendant une dizaine de jours pour que leurs coquilles se détachent plus facilement. Ils sont ensuite cuits, puis trempés dans un bain d'eau froide, avant d'être épluchés par une machine. Le plus souvent, les œufs durs industriels sont déjà âgés de 2 semaines quand ils arrivent dans le commerce. Un délai conforme à la législation alimentaire. L'Allemagne importe également des œufs de ce genre, par exemple pour accompagner les salades dans les cantines. Ils sont expédiés partout en Europe. Chez de gros producteurs polonais, allemands, suisses ou scandinaves. Et ils sont utilisés pour l'élaboration de salades et de sauces diverses. En résumé, les œufs de cage de catégorie 3 ne sont pas vendus en coquille à l'Allemagne. Ils le sont en revanche à la France et à de nombreux pays européens. Les œufs liquides, séchés ou durs, provenant d'élevage en cage, continuent quant à eux d'être exportés vers l'Allemagne. Midi, c'est l'heure de la traite à la ferme des 1000 vaches dans le nord de la France. C'est une exploitation unique dans le pays et un modèle controversé. Plus de 800 vaches laitières sont élevées sous ces hangars pour une production de lait à échelle industrielle. Ici, les vaches sont traites 3 fois par jour. On fait une rotation toutes les 10-11 minutes, c'est le temps nécessaire pour préparer la mamelle, traire le lait et assurer l'hygiène de traite. Ce qui fait qu'on traite en moyenne 230-240 vaches à l'heure. On va produire à la traite de midi à peu près 8000 litres de lait. La ferme dite des 1000 vaches, qui peut en réalité en accueillir 880 maximum, a commencé à fonctionner en septembre 2014, après un chemin semé d'embûches. Manifestations, blocages et sabotage du site, attaques en justice. Depuis des années, des opposants, riverains et écologistes, multiplient les actions contre un modèle qu'ils jugent déraisonnable. À leurs yeux, cette ferme-usine ne respecte pas le bien-être des animaux. Ces vaches ne sortent par exemple jamais dans les champs. Dans leur viseur aussi, les quantités de lisier épandues dans les champs voisins, accusés entre autres de dégager un gaz toxique et de polluer les nappes phréatiques. C'est une vision de l'entreprise qui est une vision complètement passéiste. Aujourd'hui, l'industrie, et elle qui veut s'installer, il doit tenir compte de l'environnement, il doit tenir compte de la population. Et aujourd'hui, il doit tenir compte aussi surtout de ce dont on parle beaucoup, c'est-à-dire le dérèglement climatique, l'impact au niveau écologique, et puis voilà.
La ferme des 1000 vaches est à l'opposé du modèle traditionnel français d'exploitation familiale. Mais ce mode de production est répandu dans d'autres pays comme l'Allemagne. 22 personnes y travaillent à plein temps et tout le lait part directement en Belgique où il est vendu à une coopérative laitière. Face à ses détracteurs, son directeur se défend bec et ongles. Il assure respecter scrupuleusement les normes et a gagné plusieurs fois en justice. Vu le nombre d'inspections dont on a fait l'objet de par les services vétérinaires du département et d'un audit fait par un expert de bien-être animal qui a conclu que tout ce qui pouvait être mis en œuvre en l'état actuel des connaissances a été mis en œuvre, démontre qu'on respecte le bien-être animal. L'exploitation n'est pas encore rentable. Pour diversifier ses revenus, son directeur espère pouvoir installer un méthaniseur qui lui permettrait de vendre du gaz obtenu par la fermentation du lisier. Les opposants espèrent bien quant à eux que d'autres fermes de ce genre n'ouvriront jamais en France. Allez, qu'est-ce qui veut venir avec moi? Petite cocotte. Je m'appelle David Léger, je suis éleveur de poules pondeuses bio. J'ai un poulailler de 1800 poules pondeuses, un troupeau de 25 vaches au braque, la totalité en bio. Les poules bio, c'est des élevages plein air obligatoirement. Donc les poules ont accès tous les jours au plein air, toute l'année. Les trappes sont ouvertes. Une fois que la plupart des poules ont pondu, elles ont le choix de sortir ou de ne pas sortir. Pour que des poules sortent à l'extérieur, il faut leur donner envie d'accéder à ce parcours-là. Les poules adorent les ombres ombragées. La particularité de mon parcours ici, il y a beaucoup d'arbres dessus. Ça incite énormément les poules à explorer l'ensemble du parcours. La poule va pouvoir exprimer tout son comportement naturel, chercher des vers, chercher des petits cailloux, manger de l'herbe, gratter, manger des insectes. Elle va pouvoir aussi prendre des bains de poussière, parce que la poule a naturellement besoin de se débarrasser de ses parasites. Naturellement, elles vont rentrer tout le soir dans le poulailler. Je me suis rendu compte que le cahier des charges bio est beaucoup plus respectueux du bien-être animal. Je crois que c'est un point essentiel de ça. Déjà, on rentre dans un poulailler, les poules ne sont pas effrayées, elles viennent vers nous. Elles consomment de l'aliment bio, elles y ont accès à volonté. Un mélange de céréales, de protéagineux et aussi beaucoup de minéraux parce que la poule a besoin de beaucoup de calcium pour fabriquer son œuf. Les poules pondent dans des nids de paille. À tour de rôle dans un nid, il va y avoir 5-6 œufs par nid. Ce qui m'a plu, c'est d'aller au-delà du cahier des charges bio avec un ramassage à la main. Donc je produis entre 400 000 et 500 000 œufs par an, des œufs bio mais des œufs fermiers. Ils sont la plupart commercialisés en grande surface. Ma première démarche pour m'installer en bio, c'était de pouvoir vivre du métier d'agriculteur sans utiliser de produits chimiques. Je crois qu'on a une responsabilité partagée quant à l'évolution des modes d'élevage, des pratiques plus respectueuses de l'environnement, du bien-être animal. C'est le consommateur, quand il fait ses achats, qui va être le moteur de l'évolution de l'élevage. Les producteurs ou les éleveurs doivent aussi faire évoluer leurs pratiques. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de monter de nouveaux poulaillers de poules en cage, je crois que c'est une bonne chose.
faut aussi que le législateur aide cette démarche-là. La particularité de la plupart des éleveurs bio, on parle de notre métier parce qu'on est fiers de notre métier et qu'on a envie qu'il se développe. Parce qu'on pense que c'est le bon modèle, en particulier pour le bien-être animal. Je vis de mon métier tout en respectant ces animaux. C'est très plaisant de l'exercer dans ces conditions-là. It's close to meat. It's not that juicy, but the consistency is perfect. En 2013, ce steak de 142 grammes, fabriqué en laboratoire, valait 250 000 €. Aujourd'hui, chercheurs et investisseurs espèrent pouvoir commercialiser de la viande de synthèse au même prix que la viande classique dès 2021. Demain, quoi. Le nom peut faire peur. On imagine une espèce de pâte étrange, de la viande en tube, qui n'aurait aucun rapport avec un animal quelconque. Eh ben c'est pas ça. Certains l'appellent même de la viande propre. Bon, d'accord, il s'agit de ceux qui la fabriquent et qui veulent la commercialiser. Mais quand même. En fait, la viande de synthèse est conçue à partir de cellules souches. Au lieu d'être élevée au grand air, elle se développe en labo. Une fois prélevée sur le muscle d'une vraie vache, la cellule souche est mise en culture et hop, au bout d'un certain temps, ça donne un steak. Fantastique. C'est fantastique. Selon ses partisans, la viande in vitro, c'est la solution idéale. D'abord, parce qu'on pourra désormais manger de la viande sans tuer d'animaux. Et ça soulage les consciences. Ensuite, parce qu'aujourd'hui, l'élevage de bétail est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre. La viande de synthèse préserverait donc la planète. Et enfin, parce qu'on pourrait en fabriquer assez pour répondre à la famine dans le monde. We needed to make the people aware that we have a serious issue with meat production. We are not going to supply sufficient meat with current production methods to the growing world population. D'accord, la viande de synthèse répond à certains problèmes, mais elle en pose aussi d'autres. Premier problème. Les chercheurs de l'INRA craignent que par exemple, un seul cochon donneur de cellules suffise pour nourrir toute la planète. Si on n'a besoin que d'un cochon, les autres risquent de disparaître. Et c'est pareil pour les vaches ou les poulets. Le deuxième souci, ce sont les consommateurs. On ne va pas se mentir, la tendance est plutôt au bio et à la méfiance vis-à-vis des manipulations génétiques. Alors est-on prêt à manger de la viande conçue par des blouses blanches? J'ai comme un doute. Surtout quand on sait que pour donner au steak in vitro une allure de steak classique, il a fallu rajouter beaucoup d'ingrédients. Non merci, j'ai pas faim. Troisième frein, l'écologie. Les usines à viande synthétique pollueront-elles vraiment moins que les élevages de bétail? Impossible de le savoir avant qu'elles soient en activité. Donc l'argument écolo est plutôt faiblard. Bref, même si Bill Gates, Richard Branson et Jack Welch, 3 des plus grosses fortunes mondiales, ont investi dans ce business, on n'est pas sûr que ce soit vraiment l'avenir de la viande. En tout cas, on n'est pas sûr de le vouloir.